Oui, excuse-moi. Il ne faut pas que je t'appelle Sandrine. Oui, on était dans les 30 ans. On avait été recrutés à l'université, au CNRS ou à la Fondation des sciences politiques 2-3 années auparavant. Hein. C'était très récent. Nous, les jeunes africanistes, à l'époque, on se sentait enfermés. On se sentait enfermés parce que, d'abord, on était en quelque sorte cloisonnés dans le précaré francophone, avec toutes les ambiguïtés, les contraintes, les limites que ça représentait. Et on voulait élargir un peu notre horizon. Non pas qu'on ne veuille pas travailler sur ces pays, moi je travaillais surtout sur le Sénégal à l'époque, bon. Mais on voulait les voir un petit peu autrement, à travers d'autres dynamiques, à travers d'autres façons de les considérer, et aussi en s'ouvrant à d'autres univers, à d'autres pays africains, hein, l'Afrique de l'Est, bien sûr, l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui nous semblaient des pays sur lesquels existaient déjà, en quelque sorte, des études anglo-saxonnes extrêmement importantes, et qui nous inspiraient, nous, dans nos recherches pour travailler aussi sur le Cameroun, dans le cas de Jean-François Bayard, ou sur le Sénégal, quant à moi. Ensuite, on était enfermés dans des disciplines. C'est-à-dire que ce à quoi on assistait, c'était une sorte de corporatisme des disciplines, alors que les études africaines devaient être des lieux de réunion, d'interdisciplinarité, ou tout au moins de dialogue. Et notre idée au départ, ça a été justement de ne pas se limiter à des gens de sciences politiques, mais de faire appel à des anthropologues, des sociologues comme Jean Coppens, des géographes comme Émile Lebris ou Alain Dubresson, des littéraires comme Alain Ricard, etc. Voilà, notre idée, c'était de dire, au fond, les études africaines sont un terrain particulièrement favorable à un dialogue entre toutes les disciplines. Un autre élément qui est important aussi, il est très conjoncturel, mais il est important, c'est que 1981, c'est la victoire de la gauche. Et donc, ça a changé, en quelque sorte, je dirais, le profil de nos interlocuteurs institutionnels. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé assez vite, on a été déçus par la suite, hein, mais on s'est trouvé assez vite, notamment au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Coopération, avec de nouveaux interlocuteurs, qui, du moins a priori, avaient une autre vision de l'Afrique, voulaient se démarquer de cette sorte de paternalisme traditionnel de la France envers ses anciennes colonies. Donc on a aussi été aidé par ce contexte. On a été aussi dans ce contexte, et bien entendu, étant donné que nous étions en quelque sorte les interlocuteurs de ces nouveaux responsables des politiques africaines, eh bien, nos directeurs, nos doyens, les gens qui dirigeaient nos centres de recherche ou nos universités, étaient un peu à notre écoute. C'est-à-dire qu'on était un peu les nouveaux, comment dire, les jeunes et qui avaient l'oreille du gouvernement, enfin, et des responsables de la politique africaine. Et ça, c'est un élément très important. Il faut dire qu'on avait des réunions très régulières et qui étaient assez agitées. Agitées en ce sens que les idées fusaient un peu de toutes parts, et quelquefois il fallait bien sûr cerner, organiser, je dirais ce qui se passait, parce que chacun disait, on avait, comment dire, une sorte de curiosité aux aguets en permanence de ce qui se passait en Afrique. On était friands de tout ce qui pouvait aider à la compréhension de l'Afrique. Donc ce soit quelqu'un qui revenait du Kenya et qui disait tiens, il y a eu une révolte dans les écoles kenyanes parce qu'on voulait faire manger à des gamins ou à la cantine du maïs jaune même que le maïs blanc. Tac, je fais un truc sur ça. Voilà. Ou bien tiens, j'ai découvert une sorte de pamphlet, je ne sais pas, au Sénégal, venant d'un marabout contestataire. Tac, je le publie ou bien j'en parle. C'était sans arrêt cette sorte de travail assez immédiat. C'était pas pensé, je dirais, de façon structurée. C'était spontané. C'était la naissance spontanée de choses qui arrivaient, qui nous interrogeaient, qui éveillaient notre curiosité. Donc on avait envie d'en parler. C'était presque un travail qui pouvait ressembler, à certains égards, à ce que les Américains à l'époque, c'était la même époque, on appelait le news journalism, c'est-à-dire essayer de faire du journalisme
euh, aller sur l'événement, mais avec un œil qui est un œil un peu bon, anthropologique, sociologique. C'est ça. C'est ça qu'on voulait faire, aller sur des choses qui sont, dont on ne parle pas forcément habituellement. Notre projet, en quelque sorte, c'était plutôt, si tu veux, de se... À l'époque, on disait de voir l'Afrique autrement. C'est-à-dire autrement qu'à travers l'étude des partis politiques traditionnels, à travers les constitutions, etc. Ce qu'on voulait, c'est montrer qu'on pouvait analyser l'Afrique d'une autre façon et surtout de montrer les dynamiques qu'il y avait dans ces sociétés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, d'où la politique par le bas d'ailleurs, hein, parce que euh, d'où la politique par le bas d'ailleurs, hein, parce que euh, à l'époque, on était dans les années 70, dans des gouvernements, des États qui étaient quand même autoritaires, je ne dis pas totalitaires, autoritaires, et donc on avait l'impression que la société était gelée en quelque sorte. Il ne s'y passait rien. Et ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il se produit toujours quelque chose. Et il se trouve que nous, que ce soit du côté de Jean-François ou de moi, ou d'autres, hein, comme Denis Constant-Martin, on était à cheval nous-mêmes sur plusieurs disciplines. Moi, j'avais fait une licence de sociologie avec Sciences Po. Jean-François Bayard avait énormément établi des ponts avec des anthropologues et des historiens. Donc, on se trouvait déjà dans une culture qui était une culture plus ouverte que celle de nos prédécesseurs. On avait aussi des histoires particulières. En ce qui me concerne, moi, j'avais passé 2 ans et demi à l'Université de Californie à Los Angeles comme research assistant, où j'avais effectivement vu, où j'avais été témoin, et j'avais participé à une autre façon d'envisager les études africaines, voilà. Qui était justement très pluridisciplinaire, etc. Bon. Donc j'avais une autre vision que celle qui était en France. J'avais appris une science politique en quelque sorte très différente de la science politique traditionnelle française, qui était justement assez branchée sur l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, etc. Voilà. Il y a eu quelqu'un qui a joué un rôle indirect important dans notre affaire, c'est Georges Balandier. Georges Balandier venait de publier, à peu près à ce moment-là, j'ai pas la date en tête, mais son livre qui s'appelle L'anthropologie politique, qui a été pour nous une révélation. Ça a été une sorte de guide de route. Voilà. Montrer comment l'Afrique, d'abord qu'il y avait je dirais des dynamiques continues dans ces sociétés, hein, que l'Afrique ancienne méritait d'être étudiée dans ses trajectoires jusqu'à aujourd'hui, voilà. Et que les États africains qui étaient notre sujet d'étude méritaient, je dirais, un regard large, profond, à la fois historique et anthropologique. C'était ça l'idée. On n'a jamais réussi à puiser, je dirais, dans ce vivier de l'anthropologie traditionnelle. Ils sont restés à notre égard relativement réticents, avec l'idée que on ne voyait pas l'Afrique en profondeur. Et c'était l'idée qu'ils avaient des gens qui étaient autour de politique africaine. Ça a bien changé depuis, hein. Mais je me souviens de discussions à l'école de pratique de l'étude, à l'EHESS. On était toujours considérés comme des amateurs, enfin, des amateurs curieux, mais qui ne faisions pas suffisamment de terrain comme faisaient les anthropologues. Alors que nous, on était fascinés par l'anthropologie. C'était ça la contradiction. C'était intéressant. Mais on n'a jamais eu vraiment de dialogue profond avec l'anthropologie classique traditionnelle, celle qui se faisait autour de Lévi-Strauss. Par contre, du côté de Balandier, on avait une certaine écoute. Mais Balandier était très marginal par rapport aux anthropologues traditionnels. Il était beaucoup plus branché, Balandier, sur l'anthropologie anglo-saxonne, voilà, que sur l'anthropologie classique française. C'est vrai que c'est une discussion qui met en cause, qui a l'avantage de donner tout un panorama de l'époque, hein, des rapports entre toutes les disciplines et des corporatistes qui existaient. Cette expérience de politique africaine nous a aidés à Bordeaux
à repenser complètement les outils d'Afrique. C'est-à-dire à proposer, et ça a été très très difficile. Ça a été très difficile, euh, mais on a réussi à donner à ce centre d'études qui est le LAM aujourd'hui, qui était le centre d'études d'Afrique noire à l'époque, une nouvelle vie. Pour moi, ça a été un élément essentiel. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu politique africaine, s'il n'y avait pas eu toute ces réflexions, toutes ces publications et tout ça, on n'aurait pas eu suffisamment de force ni de crédibilité pour pouvoir avancer et proposer autre chose. Parce que c'était très dur. Hein. Je veux dire que le centre d'études d'Afrique noire à l'époque était monopolisé par les juristes de Bordeaux 1, de Bordeaux à côté, enfin de l'Université de Bordeaux 1, tu sais, de Bordeaux, l'Université de Bordeaux. Voilà. Et là aussi, il y a une sorte de précaré, c'était leur domaine, c'était leur domaine, c'était des gens qui écrivaient des constitutions pour l'Afrique, ils n'avaient pas intérêt à ce qu'on fasse autre chose. Voilà. Ou moi, on peut s'amuser à côté, mais pas de façon sérieuse. Et donc, ça a été, ici à Bordeaux, c'était différent sur les séries, mais ça a été à Bordeaux une véritable prise de pouvoir, qui a nécessité à la fois de la diplomatie, mais aussi des gueulantes. Et d'essayer de se positionner pour faire valoir notre droit à voir l'Afrique autrement et organiser le centre pour qu'ils puissent rendre compte de tout ça.